Daniel Paulette, la victime. En 2016, cet homme a été assassiné d'une balle en pleine tête. Un coup, un seul, mortel. L'assassin, son épouse, Valérie Bacot. Ce sont des enfants qui l'enterrent, 15, 16 et 17 ans. Il y en a un qui tient la lampe, pendant que les autres creusent la tombe du père. La victime, Daniel Paulette. Mais qui est le plus coupable dans cette affaire? La femme, assise dans le box des accusés? Elle décrit des scènes où elle a pu avoir le nez cassé, une pommette ouverte. Il a menacé également de la tuer. Qui aurait envie de vivre avec quelqu'un qui est violent à ce point-là? Personne. Il a bousillé un nombre de personnes qui est incroyable. Violé dès l'âge de 12 ans par celui qui n'était encore que son beau-père. Humilié, battu par celui qui est devenu son mari. Valérie Bacot a connu des années de calvaire. Pour Daniel Paulette, c'est une chose. C'est sa chose. C'est sa cuisinière, son lave-linge et sa poupée gonflable. Une poupée qu'il a aussi prostituée pendant des années. Une telle histoire, si j'avais voulu l'inventer, on m'aurait dit, je pense que c'était pas crédible tellement c'était trop. Valérie Bacot était bien assise dans le box des accusés. Mais dans ce procès, ce n'est pas la victime qui a arraché le plus de larmes. Digoin en Saône-et-Loire, le 28 mai 2017. Vers 20h30, le chef de patrouille reçoit un appel qui dit qu'il y a un différend familial à Digoin. Le peloton de surveillance de Parelmonial en patrouille se déroute et arrive dans le quart d'heure sur les lieux. On voit donc une petite cour. À l'extérieur se trouve un véhicule de type monospace bleu foncé. Il y a un jeune homme qui est juste devant sa portière de véhicule. Et de l'autre côté, il y a une femme qui est contre son véhicule. Ce jeune homme, il a l'air un petit peu tendu. Il nous explique qu'il veut rentrer dans le bâtiment, mais que sa mère ne veut pas lui ouvrir parce que la veille, en fait, il y a eu une altercation entre les deux et il aurait cassé une vitre dans son appartement. Il y a certains voisins qui sortent au niveau du balcon et qui lui disent de partir, voilà. Qu'il faut qu'il parte, voilà, qu'on veut pas de lui dans le bâtiment. Le fauteur de troubles s'appelle Lucas Granet. Il a 16 ans. C'est un adolescent, mais il est assez grand, il est assez imposant. Il porte une casquette un peu type basketteur, avec en logo une feuille qui s'apparenterait à une feuille de cannabis. Il avait un t-shirt couleur noire, avec dessus écrit Kalash. C'est un petit peu l'adolescence, et puis il se cherche, je pense. On essaye de résoudre le conflit qu'il y a entre lui et sa mère. Et donc ensuite, on lui dit que il peut repartir, puis du coup dormir chez sa belle-mère. La mère de sa petite copine, la femme appuyée contre la voiture, s'appelle Valérie Bacot. Les gendarmes la laissent partir avec Lucas et montent chez Carole Granet, la mère qui est barricadée. Et elle nous dit que son fils, il s'engueule souvent à la maison et que certaines fois, il casse tout dans l'appartement pour ne pas frapper sa mère. On voit qu'elle a peur. Et à un moment donné, elle commence à un petit peu pleurer, voilà, légèrement. Donc là, on se demande ce qui se passe. La voisine lui dit « T'as quelque chose à leur dire, dis-leur, quoi. Dis-le. » Et du coup, elle cherche ses mots, elle dit oui, il y a quelqu'un qui a disparu. Et elle nous dit il aurait été tué. Et que son fils aurait aidé à enterrer le corps. Et elle nous dit donc le nom de Paulette. Voilà, c'est la seule chose qu'elle dit en dernier. Elle dit c'est quelqu'un, c'est Paulette. Voilà. Et là, elle se mure dans le silence. On voit qu'elle est terrorisée.
En se disant ça, elle a peur de se rendre complice en fait de ce qu'a fait son fils. Appelé sur une autre intervention, les hommes du PSIG lui demandent de passer dès le lendemain à la gendarmerie pour y raconter tout ce qu'elle sait. Clairement, je pense que si on n'était pas monté ce soir-là, je pense qu'elle aurait gardé secret ce crime en fait. Lundi 29 mai à 9h, Carole Granet se présente donc à la gendarmerie pour faire une déposition sur des faits qui remonteraient à plus de 14 mois. Madame Granet, c'est la citoyenne Madame Tout-le-Monde. Le 13 mars, c'est la date d'anniversaire de son fils Lucas. Donc voilà, qui peut constituer un repère chronologique facile. Et donc elle va nous révéler que ce soir-là, Lucas quitte précipitamment le domicile. Carole Granet nous explique qu'en fait, le départ de ce domicile, il fait suite à un SMS qu'il vient de recevoir sur son téléphone portable. Elle s'interroge. Le dimanche soir, à cette heure-là, que se passe-t-il? Et Lucas ne va pas rentrer le soir. Il disparaît pendant 24 heures, sans explication. Et quand il refait surface, sa mère le presse de questions. Lucas Granet va répondre, d'une manière très spontanée, qu'il est allé aider Valérie à enterrer le corps de son mari qu'elle venait de tuer. Valérie Bacot, la belle-mère de Lucas, si calme en présence des gendarmes. Elle aurait tué son mari, ce Paulette, dont Carole Granet a retenu le nom. On se rend compte qu'au final, les personnes qui étaient en bas, qui attendaient, étaient les deux liées au meurtre de ce monsieur, quoi. Lucas Granet évoque à sa mère que le contexte de couple Valérie Bacot-Daniel Paulette était des plus sordides, que Valérie Bacot vivait un enfer depuis très longtemps, que si ça n'avait pas été Valérie qui l'avait fait, c'est lui qui l'aurait fait. Elle lui demande de se taire. Il lui dit « ne révèle jamais ça ». Elle a une forme de soumission, ou en tout cas de peur vis-à-vis de son fils. Elle garde ce secret pendant des mois et des mois, jusqu'au 29 mai 2017. Elle le dira plusieurs fois. Je n'ai pas révélé ce secret avant parce que j'avais peur des représailles. Mais Carole Granet n'a pas seulement gardé le silence. Elle a aussi filé un petit coup de main. C'est elle qui a hébergé Valérie Bacot et ses enfants quand ils ont quitté leur maison de Baudemont. Elle a même participé à leur déménagement. Et ce jour-là, elle assiste à une scène bien étrange. À un moment donné, elle voit Lucas dans la cour de l'habitation qui est en train de toucher la terre, le sol. Elle ne pose pas de questions et elle voit Lucas faire un signe de tête à Valérie, un signe positif de la tête. Voilà, c'est fait. C'est fait? Mais fait quoi? Cacher une preuve? Enterrer une arme? Il y avait du détail, l'arme enterrée dans la cour de maison, le corps enfoui dans un bois à Laclette. Elle donnait quand même une indication sur le lieu. Ce qu'elle racontait, c'était hyper concret, hyper plausible. Tellement concrète qu'on va y donner tout de suite du crédit. Pourquoi le gamin aurait-il raconté toute cette histoire à tenir debout à sa mère? Pour l'impressionner? Ou parce que c'est vrai? Il est où, ce Daniel Paulette? Mort? Assassiné? Si c'est le cas, les gendarmes ont du pain sur la planche, parce que les faits datent déjà de plus d'1 an. À peine Carole Granet repartit que les gendarmes se regardent. Paulette? Paulette? Le nom a fait tilt dans la tête d'un collègue. 5 mois plus tôt, le 24 janvier 2017 exactement, la femme de ce type-là, Valérie Paulette, née Bacot, est venue le voir. Ce jour-là, Valérie Bacot s'était présentée à la gendarmerie pour signaler spontanément le départ de son mari Daniel Paulette. Et dans cette audition, elle déclare que le 13 mars 2016, donc la date est également figée, la famille, donc Valérie Bacot, Daniel Paulette et les enfants envisageaient d'aller se rendre à Digoin, voir de la famille. Au cours du trajet, donc depuis leur domicile de Baudemont, une dispute éclate dans le véhicule.
Daniel Paulette fait arrêter le véhicule, descend de la voiture, récupère un sac d'affaires qu'il avait préparé et s'en va. Elle parlera d'un mari sujet à des comportements parfois violents. Elle met bien en avant le fait que son mari ne lui manque pas. Valérie Bacot avait besoin d'un support juridique pour certainement concrétiser des démarches qu'elle n'arrivait pas à faire parce qu'ils étaient toujours considérés mari et femme. D'après ses déclarations, il avait évoqué l'idée de partir au Canada. Mais elle n'a pas de nouvelles, elle n'a plus de contact. Ce qu'elle dénonce, le départ volontaire d'un adulte, ça ne donne lieu derrière au niveau pénal à aucune poursuite, ou aucune suite particulière, aucune recherche. Alors, parti, le 13 mars, Daniel Paulette, comme Valérie Bacot vient le déclarer au bout de 10 mois, ou tué, le 13 mars, comme l'assure Carole Granet. C'est ce que devra déterminer l'enquête des gendarmes. On trouvera des mouvements sur le compte bancaire postérieurs au 13 mars, mais ça ne signifie pas grand-chose quand on sait que Valérie Bacot avait procuration sur le compte. Le téléphone, on est bloqué par le délai à la suite duquel on a été saisi, puisqu'on est à plus de 15 mois après le 13 mars. On ne pouvait pas remonter la facture détaillée au-delà de 12 mois en arrière, au-delà du 29 mai 2016. Un an avant, c'était impossible. Daniel Paulette travaillait en intérim pour la société de transport Rave à Guignon. Daniel Paulette était chauffeur routier. Le lundi 14 mars, il devait aller travailler. Mais ce jour-là, Paulette ne s'est pas présentée au boulot. L'employeur l'a simplement déclaré comme absent administrativement. Des courriers recommandés ont été envoyés à son domicile. 4 courriers de l'employeur, pourtant bien réceptionnés. Impasse des Violettes à Baudemont. Mais ces courriers sont restés sans réponse. Bizarre, surtout à la veille d'une embauche en CDI. Quant au projet canadien évoqué par Valérie Bacot, Le consulat du Canada a été contacté. C'est négatif. pas de traces de vie depuis cette fameuse date du 13 mars. Alors pour les gendarmes, c'est retour à Baudemont, dans la maison du disparu, pour une perquisition un peu tardive. C'est vide. C'est vide, parce que le domicile il est inoccupé depuis plus d'1 an. Les TIC, donc techniciens en identification criminelle, ont quand même passé la maison à ce qu'on appelle le Blue Star, qui va mettre en évidence l'existence de petites auréoles de sang, je vous dirais anecdotiques, voilà. C'est pas une effusion de sang dans toute la maison. La cour va être fouillée. On a sollicité une mini-pelle ce jour-là. Détecteur de métaux est passé, on ne trouve rien. Meurtre, disparition volontaire, la perquisition ne permet toujours pas de trancher. Le 8 juin 2017, une information judiciaire est ouverte pour assassinat et non-dénonciation de crime. Et les gendarmes laissent Valérie Bacot tranquille. Pour l'instant. Dans l'immédiat, c'est la famille et les ex-femmes de Daniel Paulette qui les intéressent. Car ce qui est bizarre, c'est qu'en 1 an, personne ne s'est demandé ce qu'était devenu le chauffeur routier. Les auditions commencent par les femmes de sa vie et des ex. Daniel Paulette en a eu plusieurs. Les 3, déjà, vont nous décrire un homme violent. Des coups portés au visage. Aussi des menaces avec une arme, avec un fusil. L'une d'elles raconte même avoir sauté d'une voiture en marche et en pleine nuit, alors que Daniel Paulette l'a frappé tout en conduisant. Ça dresse le portrait d'un homme que personne n'aurait envie de connaître ou de côtoyer. C'est-à-dire, qui aurait envie de vivre avec quelqu'un qui est violent à ce point-là? Personne. Et puis c'est au tour des sœurs et frères de Daniel Paulette de vider leur sac. Ils sont 8.
La synthèse de ces auditions, c'est un frère excessivement violent qui battait ses frères et sœurs. Des coups de poing, des jets d'objets divers et variés. L'une des sœurs nous dira la terreur qui était instituée par Daniel Paulette au domicile. Certains vivaient avec la boule au ventre, mais ils s'en prenaient également à ses parents. Je l'ai vu frapper mon père. On l'appelait le caïd. Tout le monde en avait peur. Il ressort des auditions que Daniel Paulette faisait sortir ses frères et sœurs d'une pièce pour s'en prendre à ses parents. Donc il y avait des effusions de sang et il faisait nettoyer les taches de sang à ses frères et sœurs. Les sœurs pensent que leur père s'est suicidé à cause de Daniel, leur frère. Une brute, mais aussi un pervers sexuel. C'est ce que raconte sa sœur Monique. Monique Paulette, elle dira avoir été violée quand elle est adolescente. Elle dira entre ses 12, 15, 16 ans. Ça a duré 5 ans. J'ai été la seule à être violée, car il me disait que j'étais la plus belle avec le plus joli corps. Le comportement de Daniel Paulette a eu des répercussions sur les liens familiaux. On a une fratrie de 8 enfants. On a une famille qui, des années plus tard, est un petit peu éparpillée. Tout le monde ne se parle plus forcément. Mais les sœurs s'en souviennent bien. Lors d'une rare réunion de famille, il y a 22 ans, le comportement de leur frère les avait scandalisés. Elles se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose de bizarre et étonnant entre donc Daniel Paulette et Valérie Bacot. À l'époque, Daniel vivait avec la mère de Valérie. Il était donc le beau-père de la gamine. Valérie venait sur ses genoux, elle lui faisait des bisous. À cette époque-là, elle est à peu près du même âge que Monique quand elle a vécu ces faits-là. Daniel Paulette, il a un caméscope et il va filmer l'entrejambe de Valérie. Elle est jeune, elle a 12-13 ans. Ça connote quand même un côté très vicieux. Cette espèce de voyeurisme de Daniel Paulette avec son caméscope. Gros malaise chez les sœurs. Et si Daniel faisait à Valérie ce qu'il avait infligé à Monique? Elles sont quand même très inquiètes. Elles veulent sauver, enfin éviter le pire avec Valérie. Et on peut le comprendre, à cause de son frère, Monique a dû être placée dans un foyer. Pour sauver Valérie, la sortir des griffes de leur frère, Monique et Mireille alertent donc les services sociaux et leur racontent les petits jeux de Daniel Paulette avec son caméscope. Début 95, une procédure est ouverte à la brigade de Laclette pour viol sur mineur. Le mis en cause étant Daniel Paulette et la victime étant Valérie Bacot. Très vite, un témoignage corrobore les soupçons des deux sœurs. C'est celui de Didier, un autre frère. Didier Paulette raconte s'être présenté inopinément à la maison. Et là, il a entendu des cris, comme des cris de jouissance en fait. Il savait que sa maman travaillait. Il s'est douté là qu'il y avait quelque chose entre Valérie et Daniel. Daniel vit chez la mère de Valérie à Laclette. Il peut donc, tranquillement, approcher sa belle-fille. Valérie Bacot est entendue. Elle a 15 ans, elle est jeune. Elle niera dans un premier temps les relations sexuelles avec son beau-père. Et comme on est sur des faits de viol, Valérie Bacot est vue par un médecin légiste. Valérie Bacot n'est plus vierge depuis longtemps. Daniel Paulette viole, commet des actes sexuels interdits sur sa belle-fille. Après cette question, l'adolescente finit par raconter l'inceste qu'elle subit. Avant, il allait la rejoindre dans la salle de bain pour lui passer de la pommade. Alors c'était dans le dos au départ, et puis finalement il a été un peu plus loin au niveau des seins. C'était des travaux d'approche. Elle nous a expliqué qu'au départ, il devait y avoir qu'ils s'embrassaient. Et puis après, il a commencé à la caresser.
La première fois, elle se débat et il arrive à la maintenir. Hein. C'était quelqu'un d'assez fort. Il se rhabille et il lui dit « Il faut que ça reste entre nous. Il faut surtout pas que ta maman le sache. » Les gendarmes vont aller cueillir Paulette chez sa compagne, à la Clette. La voiture de Daniel Paulette est présente. Il n'est pas là. En fait, il est caché, dans un grenier. Et là, avec nos lampes torches, on découvre Daniel Paulette. Il y a une couverture, il y a de la nourriture pour y rester quelque temps. Il nous répond qu'il a grillé un feu rouge dans le Rhône. Il pensait que c'était les gendarmes qui venaient le chercher pour ça. Dans le même temps, nous recherchons le caméscope, mais le film n'existe plus. Il a été détruit. Débusqué, Daniel Paulette n'oppose pas de résistance, mais en garde à vue, il continue de faire l'anguille. Le viol est un crime. Il ne le reconnaît pas. Quand il s'explique sur les faits, sur les faits qu'on lui reproche, il est dans une logique de soit minimiser, soit banaliser les faits, ou les rendre normaux, en disant que Valérie était consentante. Pire, il inverse même les rôles. Il a fini par nous dire qu'elle était haute colle. Il nous explique même qu'elle pouvait lui faire 10 ou 100 bisous par jour. Elle lui dira à un moment donné, oui, je voudrais bien apprendre à faire l'amour. Valérie explique qu'il la réclame tous les jours, dès qu'elle rentre du collège. C'est l'inceste au quotidien. Lui explique assez précisément des rapports sexuels normaux. C'est un peu un personnage, je dirais, aussi bien incestueux que prédateur, que pédophile. On peut tout ficeler, quoi. L'autre personnage qui trouble les enquêteurs, c'est la mère de Valérie. Elle a totalement confiance en Daniel Paulette. Pour elle, c'est des choses fausses, et elle en voudra même aux sœurs de Daniel. Nous avons tous été surpris de son attitude. Je pense qu'une mère qui apprend que sa fille a été violée, elle se met dans tous ses états, il faut la calmer, il faut faire appel à un médecin, voilà. Mais là, pas du tout. Elle n'a pas versé une larme, quoi. Elle était froide et elle a une attitude incompréhensible. En tout cas, on a le profil d'une mère atypique, qui n'endosse pas le rôle qu'une mère devrait avoir vis-à-vis de sa fille. Elle était commerçante, une chapellerie et dépôt de nettoyage des vêtements, qui avait pignon sur rue, qui parlait beaucoup. Et qui est connue pour aimer les hommes, quoi. Elle était considérée effectivement comme une femme légère. On a plutôt le portrait d'une femme alcoolique, volage, violente, donc loin du portrait idéal d'une mère de famille. Dominique, Daniel Paulette a donc été mise en examen en 1995 pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, il a été incarcéré, mais c'est surprenant, le dossier n'est pas allé aux assises. Pourquoi ? Parce que le PROC a décidé de requalifier les faits en agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Mais le pompon, Christophe, et ça, il faut le voir pour le croire, c'est que pendant que Daniel Paulette est en détention provisoire, Valérie Bacot, sa belle-fille, va obtenir un permis de visite pour aller visiter son violeur de beau-père. Donc elle va voir son violeur en prison. Ouais, on marche sur la tête. On ne peut pas dire qu'on a accordé un permis de visite parce que Daniel Paulette est présumé innocent, hein, puisque plus tard, il va être jugé et condamné à 4 ans et Valérie Bacot va continuer à venir le voir à la prison. Cette fois-ci,
c'est la directrice de la prison qui va lui donner un permis de Mais visite. c'est surréaliste en fait. Ouais. J'ai ici 2 lettres dans lesquelles Valérie Bacot demande l'autorisation d'avoir un parloir avec son beau-père. Elle écrit « Je reconnais que ce qui s'est passé n'est pas normal, mais je ne lui en veux pas. Il arrive à tout le monde de faire une erreur. Monsieur Paulette a toujours été très gentil avec mon frère, avec ma mère, avec moi. Je veux qu'une chance lui soit donnée. J'espère que vous pouvez me donner votre accord pour m'aider à trouver la peine moins longue. » Mais pour l'aider elle, mais c'est elle qui écrit ça? Évidemment, c'est surprenant et évidemment, ça n'a pas de sens. Et on comprendra plus tard parce que Valérie Bacot avouera que c'est sa mère qui lui avait dicté ces lettres. Parce qu'en fait, ce permis de visite, c'est un permis de continuer à abuser de Valérie Bacot. Ouais. Daniel Paulette ressort de prison, on est en 1998. Personne, c'est ahurissant, personne n'a le souci de tenir cet homme à l'écart de Valérie Bacot. Elle a 17 ans. Libéré au bout de 33 mois de détention, Daniel Paulette rentre à la maison. C'est-à-dire chez la mère de Valérie, à Laclette. Ils sont tous les 3 sous le même toit, quoi, en fait. Elle pense récupérer Daniel Paulette, mais il fera sa vie avec Valérie. Mais Valérie n'est plus une enfant, et elle tombe enceinte à 17 ans. Est-ce la peur du scandale, de la jalousie? Cette fois, la mère de Valérie explose. Elle les met dehors, en fait, et il trouve une location à Beaumont. J'étais adjoint au maire de Laclette, et un jour, sur la fête foraine du 15 août, je tombe sur Daniel Paulette et Valérie et leurs 2 enfants. Et lui me dit, écoute, on va se marier. J'aimerais que ce soit toi qui nous marie. En novembre 2008, Daniel épouse donc Valérie à Beaumont. Le couple a 24 ans d'écart et bientôt 4 enfants. Dylan, Carline, Kevin et Erwan. 4 enfants qui deviennent la raison de vivre d'une femme bouclée à la maison, 18 ans sans amis, sans visite, sans travail. Jusqu'à ce fameux 13 mars 2016 et le mystérieux départ de Daniel. C'est à cette famille totalement dysfonctionnelle et à Lucas, le petit copain de Carline, que les gendarmes vont s'intéresser de près au printemps 2017. Ils sont tous placés sur écoute. Toute la famille vit ensemble, avec Lucas Granet, dans un nouveau domicile, sur la commune de Chassenard. La vie de famille est calme, soudée, dynamique. On sent une vie, on sent de la vie. Valérie Bacot travaille. Elle occupe un poste d'aide aux personnes âgées, à domicile. Donc voilà, elle fait sa tournée tous les jours. Une petite vie tranquille en quasi-autarcie, qui cache peut-être bien un gros secret. Se rendre compte de certaines choses troublantes. Le vendredi 11 mars, aucun des enfants n'était à l'école ce jour-là. Nous sommes 2 jours avant les faits. Et toute la semaine suivant le 13 mars 2016, personne ne va à l'école. Motif familial invoqué. On a la conviction à 95% que Daniel Paulette est mort, tué par son épouse. Après 4 mois d'enquête, la conviction des gendarmes est donc faite. Valérie Bacot est impliquée dans la disparition de son mari. Mais est-ce bien elle qui l'a tué de ses mains? Elle a pu commanditer le crime ou aider l'assassin. Et les enfants et le jeune Lucas, ils sont dans le coup aussi ou pas? Pour le savoir, il faut encore obtenir des aveux et retrouver le corps. Le 2 octobre 2017, à 6h du matin, les gendarmes frappent chez Valérie Bacot. La maison est sombre, la maison est silencieuse. Alors il y a une odeur pestilentielle, hein. Il y a des excréments de chiens partout dans le couloir, dans la maison, ça sent très très fort. On arrive à un étage et tout le monde est réuni dans une seule pièce, une seule chambre. C'est
Une chambre avec plusieurs matelas, des vêtements partout. C'est assez étrange comme ambiance. Un peu comme si vous avez tellement été serré, vissé, privé pendant des années, et du jour au lendemain, vous retrouvez la liberté. En fait, vous vous laissez aller, vous imposez plus de contraintes à faire le ménage, on relâche. J'ai l'impression que c'est un peu l'anarchie dans cette maison. Toute cette petite tribu vit dans une seule pièce. J'ai l'impression qu'ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Que la gendarmerie ou la police viennent les chercher. Madame Bacot, elle est effectivement sur un matelas au milieu des enfants. C'est une femme pas très grande, plutôt fragile, émaciée et silencieuse. La petite tribu suit donc les gendarmes qui embarquent aussi Lucas Granet, tandis que le petit dernier est lui placé en foyer. Garde à vue pour tout le monde, dans 4 gendarmeries différentes. Celle de Valérie Bacot se tient à la brigade de Paray-le-Monial, avec un avocat commis d'office. Je rencontre Valérie Bacot. Juste avant, les gendarmes m'ont expliqué qu'elle était là pour une affaire de meurtre. Et je n'y crois pas. Je ne vois pas une femme aussi frêle, aussi douce, totalement apeurée, avoir pu tuer qui que ce soit. Madame, pourquoi êtes-vous là? Eh bien, je ne comprends pas. On m'accuse d'avoir tué mon mari. Je n'ai jamais tué mon mari. Nous nous sommes disputés. Une enfance saccagée. Elle y vient vite, effectivement. Qu'elle a été abusée par son beau-père. Elle dit que sa mère est violente, alcoolique. Et puis qu'elle laisse un peu passer ce que fait Daniel Paulette. Elle est totalement au courant de ce que subit Valérie Bacot. Et elle laisse faire. Elle laisse faire. À l'âge adulte, elle est restée sous l'emprise de Daniel Paulette. Je ne choisis pas la date de naissance de ses enfants. C'est que Valérie Bacot n'a aucune liberté. Dès qu'elle sort ou dès qu'elle rentre, Daniel Paulette doit être au courant de ce qu'elle fait, à chaque moment et à chaque minute. Il m'appelait presque toutes les heures sur le téléphone fixe pour me surveiller. Il m'avait coupé de tout le monde. Il me minutait. Plus elle se confie, plus je blémis, parce que plus je me rends compte qu'elle a un mobile pour avoir tué son mari. À la naissance de son fils aîné, tout a commencé à se gâter. Daniel Paulette est devenu exigeant, possessif, violent avec elle. Elle décrit des scènes où elle a pu avoir le nez cassé, une pommette ouverte. Daniel Paulette va jeter des marteaux, des choses du frigo sur Valérie Bacot. Il va crier tout le temps. Il a menacé également de la tuer. Il faisait la roulette russe avec Valérie, s'amusait à tirer, il n'y avait pas de balle, ou quand il y avait une balle, il pouvait tirer en l'air aussi bien pour faire peur à Valérie. C'est affreux, elle est terrorisée. Un jour, il y aura une balle dedans, quoi. Il lui dit qu'elle sert à rien, en fait. Donc si un jour il y a une balle dedans, ça sera pas une grosse perte. C'était quelqu'un qui était possessif, jaloux, violent, tyrannique et violeur. Elle décrit une vie de peur et de terreur au quotidien. Elle décrit une vie où, en fait, elle n'a pas de vie. Elle doit juste, dira-t-elle en garde à vue, fermer sa bouche, se taire. Pour Daniel Paulette, c'est une chose. C'est sa chose. C'est à la fois sa cuisinière, son lave-linge et sa poupée gonflable. Sa seule joie, son réconfort, ce sont ses enfants. Elle s'est raccrochée à ses enfants. J'allais dire comme à un rocher pour l'éviter de sombrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a eu des enfants, elle a pu se construire une vie en parallèle de Daniel Paulette. Et ses enfants étaient tout pour elle. D'ailleurs, elle le dira en garde à vue. « Mes enfants sont tout pour moi. » Des enfants qui sont donc eux aussi en garde à vue. Et c'est Lucas,
le petit ami de Carline depuis 3 ans qui va craquer le premier. Dans le huis clos familial imposé par Daniel Paulette, le gamin est devenu le confident de la jeune mère de famille. Dès l'été 2015, elle va lui révéler tout ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a vécu dans son enfance, les violences. C'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte de la réalité de la vie de cette famille. C'est très lourd pour ce garçon de 15 ans qui, effectivement, n'a pas le bagage, n'a pas l'expérience, n'a pas la maturité pour assumer les révélations qui lui sont faites. Lucas encaisse, et puis il s'indigne, jusqu'à prendre tous les risques pour Valérie. Il m'a avoué les faits tout de suite, en fait. C'était vraiment un soulagement. On garde en nous depuis 1 an et demi maintenant. Lucas explique avoir reçu un message de Valérie Bacot alors qu'il est chez sa mère, qui lui indique « ça y est, c'est fait ». Donc elle vient le récupérer au domicile de sa mère et ensuite ils se rendent sur les lieux de l'assassinat afin de récupérer le corps. Et ensuite ils se rendent au domicile de Valérie Bacot. Ils récupèrent les 2 autres garçons. Ils prennent du matériel et Lucas décide d'aller vers un lac dans un bois pour pouvoir enterrer le corps. Dominique, Lucas est passé aux aveux. Comment se passe la garde à vue des enfants de Valérie Bacot? Alors, Dylan, Kevin et Carline ont 17, 16 et 15 ans. On l'a vu, ils sont auditionnés dans des brigades de gendarmerie différentes, mais pour autant, les gendarmes s'appellent. Et tous les 3 donnent la même version d'un père violent envers leur mère, d'un père violent envers eux. Écoutez ce que dit Kevin. « On ne pouvait pas bouger de chez nous. Il nous tapait dessus tous les jours. Il nous tirait par le bras et nous balançait au milieu de la cour. Il nous traitait en permanence d'incapables, de bons à rien. On vivait l'enfer, c'était même plus que de l'enfer. Il n'y a pas de mots pour définir ça. » Sur les faits, il dit quoi, Kevin? Alors, il commence par dire qu'il ne sait rien, il pleure. Et à sa 2e audition, il dit qu'avant la disparition de son père, il est allé avec Lucas à la gendarmerie pour signaler la violence de son père sur sa mère, sur eux, sur les enfants. Et les gendarmes leur ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'instant. Finalement, Kevin finit par avouer, oui, sa mère a tué son père. Il ne connaît pas les détails du meurtre. Il dit simplement qu'il a aidé Lucas, Lucas creusait, et lui, Kevin, il avait la lampe torche. Okay. Et Dylan, il dit quoi? Alors, il prétend d'abord qu'il a gardé sa sœur et son petit frère, et il finit aussi par reconnaître qu'il a participé à l'enfouissement du corps de son père. Il raconte, on a creusé, on l'a posé dans le trou, on a rebouché, on est reparti. Et la sœur Carline, elle était là? Elle était avec eux? Non. Devant les gendarmes, elle parle de sa relation fusionnelle avec sa mère. Elle sait que Kevin, Lucas et sa mère ont enterré le corps de son père. Elle ne connaît pas les circonstances, elle ne connaît pas les détails. Quant à Erwan, le petit, il a été entendu à distance et lui, il est au courant de rien. Donc, aucun des enfants Paulette ne regrette la mort de ce père violent? Non. Ils sont mis en examen ou pas? Bien sûr. Ils sont mis en examen, Lucas, Kevin et Dylan, pour recel de cadavres. Et ce qui est important maintenant, c'est que les gendarmes, avec les aveux des enfants, vont pouvoir faire pression sur Valérie Bacot pendant sa garde à vue. Au tout début de cette 2e audition, il se passe ce qu'on appelle un off, c'est-à-dire des propos un peu hors audition. Ce n'est pas filmé. Madame Bacot, sachez que vos enfants ont avoué. Ils ont dit que vous avez tué votre mari, vous avez tué leur père. Est-ce que vous allez être capable de dire en face de vos enfants qu'ils mentent ou est-ce qu'ils disent la vérité? C'est un choc pour Valérie Bacot. La question est très bien amenée puisque, effectivement, on appuie sur la touche sensible de Valérie Bacot, ses enfants. Ses enfants sont tout pour elle. Ses gosses, c'est sa raison de vivre, mais c'est aussi son talon d'Achille. Valérie Bacot me regarde. Je la regarde. Je la vois complètement désemparée, perdue. C'est sa liberté de répondre. Je n'ai pas à lui suggérer quoi que ce soit.
Je ne vais jamais lui dire Madame Avoué. Elle se tourne vers les enquêteurs et elle dit « C'est moi, je l'ai tué ». L'audition commence par ces 3 mots. « Je l'ai tué ». Je l'ai tué. Donc là, il est facile pour nous après de commencer d'autres interrogations. Quand, comment, où, pourquoi. Elle va y venir. Mais avant ça, elle a encore des révélations à faire. Au-delà des humiliations, des insultes, au-delà des coups. Ça fait 14 ans qu'elle subit la prostitution de Daniel Paulette, hein, à raison de 5 ou 15 clients par semaine. Contraindre sa femme à la prostitution, je ne sais pas où il a pu apprendre comment devenir maquereau, mais c'est effectivement quelqu'un, un obsédé total. Daniel Paulette, c'est un maniaque sexuel et c'est un pervers sexuel. C'est tout lui qui décide, hein. C'est lui qui va sur les sites, qui fait les rencontres. Elle n'a pas son mot à dire, Valérie Bacot, elle monte dans la voiture. Valérie Bacot était donc aussi la proie d'un mari proxénète. Un homme qui vendait sa femme dans leur voiture. Et c'est ce qu'il a fait une fois de plus, ce dimanche 13 mars 2016. Ce soir-là, Daniel Paulette rentre et lui dit « J'ai un client ce soir, prépare-toi ». C'était un client qui était violent. C'était une sodomie qui s'était très très mal passée. Et Valérie Bacot a pleuré, elle s'est plainte. Elle pleure. Donc la passe se termine. Le client est mécontent. Le client quitte les lieux. Et Daniel Paulette, qui était à proximité, revient, monte dans le véhicule, place conducteur. Valérie Bacot, à ce moment-là, elle est à l'arrière, nue. Et Daniel Paulette lui fait clairement comprendre, en gueulant, que c'est de l'argent de perdu. Et il est furieux, très furieux. Le client ne voudra plus jamais venir, regarde comment tu es chochotte, etc. Elle dit qu'elle avait craqué en entendant les reproches de son mari, qu'elle avait pris un pistolet qui se trouvait toujours sur place au cas où ça se passerait mal avec le client, qu'elle avait mis cette arme contre la tête avant de la voiture et qu'elle avait fermé les yeux, qu'elle avait appuyé un coup, qu'il y avait eu un flash et que Daniel Paulette était mort. Cette manière de le tuer de dos, ça pourrait dénoter une certaine peur chez elle de l'affronter de face. Je te tue comme je peux, de dos, par surprise. Valérie Bacot ouvre la portière avant. Le corps de Daniel Paulette s'affale sur le sol. C'est à ce moment-là qu'elle envoie ce fameux SMS à Lucas Granet. Le SMS du début de l'enquête. Ça y est, c'est fait. Elle va alors chercher Lucas Granet à Digoin chez sa mère. Et tous deux vont revenir charger le corps. Puis retour à Baudemont. Elle dit à ses aînés ce qui vient de se produire. Donc là, les enfants apprennent que leur père est mort. Et Kevin dit « T'inquiète pas, maman, on va t'aider ». En fait, le noyau se crée à ce moment-là. Si les enfants prennent aussi facilement le parti de leur mère, c'est aussi parce que leur père venait de dépasser les bornes. Le 12 mars au soir, Caroline et la frère ont pour habitude et pour ordre de Daniel Paulette d'aller le dire bonne nuit le soir. Et quand elle remonte, Daniel Paulette pose la question à Caroline en lui disant « T'en es où de ta sexualité? Comment ça se passe ?» Son père lui avait posé des questions embarrassantes en lui demandant comment elle se trouvait sexuellement. Il faut savoir qu'à l'époque, Caroline n'a que 15 ans. Et elle en parle à sa mère, elle en parle à Valérie Bacot. Valérie Bacot s'inquiète, s'affole. Soit il va avoir des relations sexuelles forcées avec elle, soit il va la prostituer comme moi.
ou les deux. La seule façon que ça s'arrête, la seule façon de pouvoir s'éloigner de Daniel Paulette, c'était qu'il disparaisse. Quitte à le faire disparaître elle-même. Valérie Bacot, à ce moment-là, va se dire « il faut que je m'en sorte, ça ne peut plus durer comme ça. Ce n'est plus possible ». C'était un moyen de libérer tout le monde, de se libérer elle, et de protéger Carline aussi. Et de libérer aussi, de sauver ses enfants. Ces enfants qui étaient aussi victimes des violences de Daniel Paulette. Et si cette question infâme du père à sa fille avait poussé la mère au crime? En toute fin de garde à vue, Valérie Bacot reconnaît que Carline lui a fait d'autres confessions. Son père l'avait déjà tripoté. Les gendarmes ont donc des aveux, un mobile, la violence et la perversité d'un mari et d'un père. Reste à trouver le corps. Le récit de l'enterrement sauvage de Daniel Paulette est plausible. Lucas, Dylan, Kevin et Valérie racontent tous la même chose. Ils vont, tous les quatre, enterrer le corps de Daniel Paulette dans le parc du château de la Clette, là où elle a passé toute son enfance. C'est aussi, je vais dire, quelque part un peu un symbole. À la fois, elle enterre Daniel Paulette, elle enterre aussi son enfance malheureuse. Avec lui, elle enterre tout ce qu'il lui a fait subir depuis l'âge de 13 ans. Les enfants creusent la tombe, puisqu'ils ont tous indiqué que Madame Bacot tenait la lampe pour les éclairer. La terre est dure. D'ailleurs, une pelle va se casser. Le trou sera trop petit, les pieds dépassent. C'est une épopée rocambolesque. C'est dans la précipitation. On creuse une tombe qui n'est pas assez profonde, qui n'est pas assez longue. C'est les pieds nickelés, effectivement. Il ne faut pas perdre de vue que ces 3 enfants qui font ça sont tous mineurs. Qu'il y a Lucas Granet qui a 16 ans ce jour-là, Dylan et Kevin qui ont à peine 17 et 15. C'est des enfants. Ils rentrent tous à la maison après avoir commis cet acte-là. Ils se réunissent dans ce qu'ils appellent la grande salle. On met un matelas au milieu de la salle. Ils ont tous dormi ensemble. Daniel est mort, on se réunit, on est soudés. C'est très symbolique. Le 3 octobre 2017, en pleine garde à vue, les gendarmes lancent des fouilles au château de la Clette. On prend ce chemin d'accès à l'arrière du château. Et vous vous trouvez rapidement en lisière du bois, qui est grand, hein, qui fait plusieurs hectares. Et le lieu va être quelques centaines de mètres plus loin, en bordure de chemin. C'est Lucas qui va nous indiquer un périmètre correspondant au lieu d'enfouissement. En fait, on est presque 18 mois après. Donc la végétation a poussé, s'est passé du temps. Le cadavre va être découvert en fin de matinée à l'aide du chien spécialisé dans la recherche de restes humains qui va flairer vraiment le lieu où est enfoui le corps. Daniel Paulette, il est en position face contre terre. C'est une symbolique. Ils l'ont mis dans cette position parce qu'ils ne voulaient pas que le regard de Daniel Paulette soit tourné vers eux. Le corps bien caché, Valérie Bacot pouvait se rassurer. On ne lui enlèverait pas les gosses. C'est pour ça, explique-t-elle au juge, qu'elle ne s'est pas livrée après son crime et qu'elle a même impliqué ses enfants pour les garder. Dominique, l'autopsie a lieu à l'Institut médico-légal de Dijon. Qu'est-ce que ça donne? Alors, le cadavre est dans un état de putréfaction très avancé, proche de la momification. Il a passé
plus d'1 an et demi sous terre. Les expertises génétiques confirment qu'il s'agit bien de Daniel Paulette. Il a reçu une balle dans la nuque avec une trajectoire ascendante. L'ogive est restée dans la boîte crânienne et c'est une balle de calibre 22 long rifle. À part ça, impossible de déceler d'autres lésions. Donc ça corrobore les déclarations de Valérie Bacot. En tout point. L'arme du crime, elle est où? Alors, c'est confus parce que Valérie va d'abord dire qu'elle l'a jetée dans un conteneur à poubelle. Madame Granet, la mère de Lucas, dit qu'elle a vu son fils enfouir l'arme dans le jardin. Et puis, on a aussi la version Valérie et Lucas qui disent qu'ils ont démonté l'arme et qu'ils sont allés la jeter dans l'Oudrache, qui est une rivière qui se trouve tout près de Paray-le-Monial, dans le secteur de Digoin. Mais la question la plus importante, c'est pas ça. C'est quand est-ce que cette arme est arrivée dans la voiture? Est-ce que c'est Daniel Paulette qui l'y a déposée ou est-ce que c'est Valérie Bacot qui a apporté l'arme avec elle pour tuer son mari? Meurtre ou préméditation? Elle a beaucoup varié sur ce point, Valérie Bacot. Mais en fin de garde à vue, elle finit par servir le récit d'une mise à mort réfléchie, toute une nuit, occupée à ruminer les mots de Daniel à Carline. C'est là où l'arme entre en jeu. L'idée est germée, fleurie même dans la tête de Valérie Bacot. Elle va supprimer son mari. Valérie Bacot se prépare. Qu'est-ce qu'elle fait de plus que les fois précédentes? Elle va récupérer l'arme 22 long rifle que détient son mari. J'ai cherché partout dans l'après-midi dans la maison où se trouvait son arme. Je l'ai trouvée dans un placard caché sous une pile de linge et je l'ai prise avec moi dans mon sac quand Daniel Paulette m'a demandé d'aller avec lui effectuer une passe le soir. Valérie Bacot nous confirme qu'elle profite que Daniel Paulette est en train de regarder des vidéos pornographiques pour préparer l'arme et le mettre dans le sac poubelle avec la couette, la robe et tous les effets qui servent à la prostitution. C'est la raison pour laquelle elle l'aura à disposition quelques heures plus tard. La passe se passe mal, elle saisit l'arme, et on connaît la suite. L'arme comme preuve d'une préméditation, mais pas seulement. D'autres détails caractérisent un assassinat. Il y a les mots d'absence aux enfants pour qu'ils ratent l'école, mais aussi ces mots glissés à Carline le dimanche soir, avant de sortir. Valérie Bacot va dire à sa fille Carline, non pas il ne reviendra pas, mais quelque chose qui est équivalent en disant on va régler le problème. Tu ne craindras plus rien. Après, il y a le fameux SMS envoyé à Lucas. Ça y est, c'est fait. Preuve qu'il savait de quoi il était question. Mais ce n'est pas tout. Le midi même, raconte Lucas lors d'un interrogatoire, nous sommes au moment du déjeuner, c'est le café. Valérie Bacot, Lucas vont dans la cuisine. Dans le café de son mari, Valérie Bacot a mis plusieurs comprimés d'un somnifère qu'on appelle le Stilnox, après l'avoir broyé. Daniel Paulette va boire une gorgée, puis il va trouver le café dégueulasse. Donc il va pas le boire. Et il a la réaction de tyran telle qu'il a pu l'avoir tout au long de sa vie. Il dit à Valérie, c'est mauvais, bois-le. La mort de Daniel Paulette était planifiée. Le fait de vouloir mettre un médicament qui, à forte dose, risque d'être létal, c'est pour tuer quelqu'un. C'est encore un élément en plus qui va nous permettre de dire que c'est une préméditation. Valérie Bacot est donc mise en examen pour assassinat et file à la maison d'arrêt de Dijon, où elle rencontre une psychologue. Valérie Bacot, elle a accumulé un nombre de maltraitances inouïes. Elle dit que je suis née dans la merde et ça continue. Oui, elle le dit. Elle dit qu'elle a connu l'inceste très tôt, avant même Daniel Paulette. Elle dit qu'elle était aussi pée, que son frère lui a demandé de mettre son sexe dans sa bouche. Elle en pleure encore quand elle relate cette scène et elle dit qu'elle y pense encore énormément et qu'elle en rêve encore énormément, ce qui démontre bien quand même le versant traumatique de cette scène. Et la mère avait dit « mais oui, je le sais, mais bon, ça reste en famille ».
Et elle dira, je voulais pas finir comme ma mère, c'est pour ça que je suis partie avec Daniel Paulette. Je voulais pas être comme ma mère, faire des gosses et puis avoir je ne sais pas combien d'amants. Elle ignore encore combien la relation avec cet homme, loin d'être libératrice, va l'emprisonner. C'est une relation d'emprise totale, de perversion. C'est moi qui ramassais. Voilà, ça c'est la grande expression de Valérie Bacot. Dans mes tests, elle a une vraie angoisse d'abandon. Hein. C'est un profil abandonnique. Hein. Petite fille, elle a manqué. Elle a manqué d'amour, elle a manqué d'affection, elle a manqué de sécurité, elle a manqué de repères. Tout ce qu'un enfant peut souhaiter pour grandir juste normalement. Un traumatisme au point d'avoir peur d'un mort. Elle a des tas de flashs, elle croit le voir, elle croit l'entendre, c'est épouvantable. Une espèce de peur de l'image de Daniel Paulette qui continue finalement à la faire trembler. Comme un fantôme qui pourrait se venger de ce qu'elle a fait et de nouveau lui faire du mal. Une peur des hommes qui l'amène à changer de défense. Elle se tourne vers de nouvelles avocates devenues célèbres dans la défense de la cause des femmes battues. La première impression qu'elle nous fait, Valérie Bacot, c'est une personne qui a oublié de grandir, je dirais, puisqu'il y avait ces rapports avec cet homme depuis l'âge de 12 ans qui finalement ont perduré. Je la compare à la petite fille aux allumettes du comte d'Andersen. Tout le monde va passer à côté de cette petite fille assise et personne ne s'arrête. Et pour moi, c'est ça, l'histoire aussi de Valérie, c'est que la société ne s'est pas arrêtée à tous les cris d'alarme qui ont été poussés. Cette petite fille a vécu l'horreur. Donc, on va justement s'emparer de cette histoire pour justement expliquer comment elle a pu tenir aussi longtemps en ayant 4 enfants avec ce bourreau, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de silence. Et on se dit, c'est une carte qui est à jouer. L'histoire est tellement monstrueuse qu'on ne peut qu'avoir de l'empathie pour Valérie Bacot. En fait, elle n'a jamais su se défendre, à part le jour malheureux où elle l'a tué. La stratégie de la défense est toute tracée. Valérie Bacot est avant tout une victime. Et elle le montre encore le 30 janvier 2018 lors de la reconstitution au bord de la Nationale 79. Valérie Bacot ne peut pas faire la reconstitution, elle est mal, elle ne peut pas voir un homme à côté d'elle, notamment les gendarmes qui l'accompagnent, donc elle tremble, elle a froid, elle pleure beaucoup. Et en fait, c'est une gendarme qui prend sa place. Sur la scène de crime, la juge l'interroge sur la prostitution à laquelle Paulette la livrait. Il demandait à Valérie de s'habiller d'une manière sexuelle. Il choisissait les vêtements. Une prostitution dans des conditions absolument sordides, avec des clients pervers, sales, qui étaient aussi des clients réguliers. Une prostitution menée de main de maître par Daniel Paulette. Il fait se dérouler les passes dans un Peugeot 806 qu'il a aménagé dans la partie fourgon en calfeutrant les vitres de plaques de polystyrène de façon à ce que ce soit un lieu confiné et inaccessible des regards extérieurs. À l'exception de un ou plusieurs trous. Il avait fait un trou pour pouvoir, entre guillemets, mater ses ébats sexuels. Puisqu'il était également voyeur, ça participait de sa propre excitation. Et d'ailleurs, elle dit elle-même, Valérie Bacot, après les clients, parfois, c'était lui. Daniel Paulette, il est transparent, lui. Enfin, les clients ne l'ont jamais vu. Quand bien même il est factuellement présent parce qu'il vient espionner, personne ne parle de lui. Personne ne l'a jamais vu. Ce qui était d'autant plus remarquable et incroyable, surtout, c'est qu'il a appareillé Valérie Bacot avec des oreillettes
pour lui souffler les positions et les cris qu'elle devait pousser à tel et tel moment. On atteint là le paroxysme de la perversion et de la chosification d'une femme. Il lui disait de toute façon, regarde ce que tu es, tu n'es rien. Même parfois ces hommes qui me donnent de l'argent pour que tu couches avec, veulent même pas de toi parce que tu n'es même pas bonne, etc. Donc en fait, elle était avilie en permanence. On n'avait jamais vu ça. On a une espèce de poupée gonflable qui est Valérie Bacot et qui l'utilise à son gré, qu'il télécommande. C'est absolument terrible. Je ne sais pas comment elle n'est pas devenue folle. Dominique, Valérie Bacot est examinée par un expert psychiatre. Il dit quoi? Le docteur Denis Prieur. Il décrit un parcours empreint de carences affectives et éducatives. Valérie Bacot s'est élevée toute seule. Il décrit aussi une succession de mauvais traitements, de violences, d'abus sexuels incestueux. Et il relève, ouvrez les guillemets, une altération des capacités d'adaptation de Valérie Bacot avec hypervigilance, anxiété généralisée, cauchemars liés aux mauvais traitements qu'elle a subis, attaques de panique, conduite phobique. Donc en fait, Valérie Bacot, elle a peur, mais elle a peur tout le temps. Le psy parle de syndrome de stress post-traumatique majeur dans le cas de Valérie Bacot. Et il va même plus loin. Il diagnostique chez elle un syndrome de la femme battue, c'est-à-dire une soumission totale à un tyran domestique qui a droit de vie et de mort sur tous les membres du foyer. Mais c'est fréquent ce genre de diagnostic? Non, c'est la première fois qu'un psy pose ce diagnostic en France. Et il conclut qu'au moment du passage à l'acte, au moment des faits, le discernement de Valérie Bacot a été altéré. Que cette femme, en fait, elle n'est pas dangereuse pour la société. Et donc ça, c'est une expertise très favorable Évidemment. pour la défense de l'accusé. Oui, puisque fin septembre, Valérie Bacot va être remise en liberté sous CJ. Contrôle judiciaire. Absolument. C'est rarissime en matière d'assassinat. Et c'est important pour elle parce que ça va lui permettre de retrouver ses enfants et de les préparer psychologiquement à ce qui pourrait suivre, une condamnation pour elle à une peine lourde. Alors c'est aussi le moment pour l'accusé et sa défense de préparer le terrain. Et c'est à une journaliste qui s'appelle Clémence de Blazy que Valérie Bacot va continuer à se confier à travers la rédaction de ce livre. Elle est persuadée de n'avoir rien à raconter qui vaille la peine d'être entendue. Elle est persuadée de n'avoir aucun intérêt pour personne, en dehors de ses enfants. C'est une femme cassée que je rencontre. Tous les curseurs de la violence me semblaient poussés à leur maximum. Tout, c'est l'inceste, c'est la prostitution, c'est les violences sexuelles subies, c'est les menaces. Une telle histoire, si j'avais voulu l'inventer, on m'aurait dit, je pense que c'était pas crédible tellement c'était trop. La confiance s'installe entre l'accusé et la journaliste, et Valérie Bacot lui raconte son innocence volée. Elle a mis beaucoup de temps à comprendre de quoi il s'agissait. Daniel l'a violée déjà depuis un moment. Et puis, ils ont eu un cours sur la reproduction à l'école, en sciences de la vie et de la terre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris ce que Daniel Paulette lui faisait. Et quand elle l'a compris, elle en a eu une telle honte qu'elle s'est sentie coupable. Le pire dans ses confidences, Ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il la tatoue au sexe. En faisant lui-même le tatouage, comme les prisonniers, avec des aiguilles qui sont ficelées ensemble et disposées dans un stylo bic. 4 lettres, Dany. C'est une souffrance, c'est boursouflé, ça abîme énormément la peau. Et le fait qu'il ait eu cette idée-là, pour moi, est vraiment un symbole qui va au-delà de tout. Il la marque profondément, il la marque au niveau du sexe pour que toutes les personnes qui pourraient avoir accès à cette zone-là de Valérie puissent se souvenir qu'elle a un propriétaire et que ce propriétaire, c'est lui. Et avec Paulette, il y a aussi l'après d'une perversion cruelle. Comme le ménage qu'elle devait faire quand il rentrait dans une colère noire. Elle est obligée de se soigner toute seule dans un premier temps et puis de trouver des subterfuges pour cacher ses blessures. Il lui avait jeté un vase une fois pour la Saint-Valentin, ça l'a blessée. Donc
peut pas aller à l'hôpital. Et donc, elle va aller dans la salle de bain et puis elle prendra le temps qu'il faudra pour cacher, réparer, mettre des baumes et vivre avec ça. Plus qu'une simple empathie, c'est une envie d'aider cette femme martyrisée que Valérie Bacot suscite dès sa remise en liberté. Elle est venue dans notre bowling comme une cliente pour jouer au bowling. Je ne savais pas que c'était elle. C'est elle qui m'a dit « Ah, tu connais mon fils ?» J'ai dit « Qui est ton fils ?» Elle me dit « Dylan ». J'ai dit « Je ne pense pas qu'on parle du même Dylan parce que moi, le Dylan que je connais, sa maman, elle est en prison. » Et elle m'a répondu « Non, sa maman est sortie de prison, elle est devant toi. » Et c'est là où on s'est mis à discuter et qu'elle m'a expliqué toute son histoire. Je pleure, littéralement, je pleure. Je me dis « Mais qu'est-ce que cette histoire est horrible !» Je lui dis, écoute Valérie, est-ce que tu as un comité? Est-ce qu'il y a des gens qui te soutiennent? Comment est-ce que moi je peux t'aider? C'est notre histoire à tous parce que cette histoire, elle est horrible et chaque citoyen français doit la saisir. La pétition de soutien portée par le comité en vue du procès récolte plus de 700 000 signatures. Une empathie que les réseaux sociaux relaient. La sortie du livre est avancée. Il sort avant le procès, avant que l'accusé ne s'explique devant ses juges. C'est un coup de maître. Nous, en tant qu'avocates, on reste dans notre combat de toujours, à savoir sensibiliser la société aux violences conjugales et au fait que ces femmes n'ont d'autre choix que de tuer pour ne pas mourir. Dans ce cas, le procès médiatique est important, mais rien ne dit que la cour d'assises va nous suivre. Le 21 juin 2021, le procès pour assassinat de Valérie Bacot s'ouvre devant les assises de Saône-et-Loire. L'accusé est très entouré par ses enfants, son comité de soutien et ses avocates. Et entre le public et la presse, le tribunal de Chalon-sur-Saône est plein à craquer. C'était hyper impressionnant. On s'est pris des coups de caméra, ça a été violent même physiquement, c'est-à-dire que se frayer un passage dans l'entrée, ça a été quand même assez féroce, quoi. On a l'impression que c'est un peu une bête de foire, Valérie Bacot. Et c'est vrai que nous aussi, on est un peu énervés. Enfin, il y a de la tension. D'entrée, le face-à-face avec l'avocat général s'annonce tendu. Une audience criminelle, c'est une audience de confrontation. Mon rôle, évidemment, comme avocat général, c'est de la confronter à ce qu'on aurait pu attendre d'une personne qui, confrontée à la violence à l'intérieur d'un couple, peut parfaitement aujourd'hui aller voir les gendarmes, porter plainte et s'enfuir. On a un avocat général qui commence plus qu'à nous énerver, qui commence, comme la plupart des magistrats, non formés, non sensibilisés, à nous dire « Mais enfin, vous n'allez pas me dire qu'en 20 ans, Madame Bacot, elle n'a pas trouvé le moyen d'aller déposer plainte ?» C'est quoi cette question? C'est quoi ce comportement? Alors Valérie Bacot va se défendre, pour la première fois de sa vie. Elle tient tête. Elle tient tête aux questions qui lui sont posées par et la présidente et l'avocat général. Dans le style, ça se voit que ça vous est pas arrivé. Quand elle dit qu'elle a essayé de porter plainte, mais vous n'étiez pas là. De toute façon, si vous aviez été comme moi, vous n'auriez pas pu le faire. Enfin, c'était toujours un petit peu vif, un petit peu agacé, et parfois presque insolent. Heureusement, les enfants viennent expliquer ce qu'ils ont vécu à la barre. Daniel Paulette supportait pas qu'il regarde la télé, donc dès qu'il arrivait, elle éteignait. Il supportait pas qu'ils aient des mauvaises notes, donc elle cachait les mauvaises notes. Donc en fait, ils ont vraiment campé le décor quelque part. Ce qu'on a vu, en fait, durant les témoignages des enfants, c'est qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'amour. Qu'ils avaient compris qu'elle pouvait pas faire autrement. Les enfants n'ont pas regretté leur père. À aucun moment, ils n'ont pu se souvenir de bons souvenirs avec leur père, ce qui était quand même incroyable. Quand on leur a posé la question, ils n'en avaient pas. La mère de l'accusé, elle, va passer un moment difficile. Un procès en défaillance maternelle. Elle est à l'ouest, elle ne prend pas les choses au sérieux, ça ne l'intéresse que très peu. Je crois
sincèrement qu'elle a préféré fermer les yeux parce que c'était plus confortable pour elle sur les agissements de Daniel Paulette sur Valérie. On peut dire les choses comme ça, oui, on avait envie de se la faire. On ne pouvait pas ne pas la molester à la barre compte tenu de tout ce qu'elle avait fait ou de ce qu'elle n'avait pas fait, précisément. L'une des particularités du procès Bacot, c'est l'absence de partie civile. Non seulement personne ne soutient la victime, mais à la barre, ses frères et sœurs crucifient une nouvelle fois Paulette. Aujourd'hui, je suis pour défendre Valérie, ouais. Parce que si aujourd'hui, nous, ses frères et sœurs, on raconte pas ce qu'il était, je pense que Valérie, elle serait très très mal, hein, qu'avec son histoire. Donc il faut que les gens comprennent ce qu'il était avant. Et qu'est-ce qu'il était, votre frère? Un fou. Cette sûr, c'est pas à moi qui manque. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il manque à personne. Un salut pour la défense. À l'audience, les sœurs ont raconté des scènes où une petite fille, il y avait du sang près de leur poupée, alors qu'elle jouait avec leur poupée sur un tapis, quand il l'a violée. Donc, c'était très imagé et très émouvant parce qu'elle revivait la scène. Sa sœur Monique ne s'est jamais remise. On voit une femme totalement détruite à la barre. Le coup de grâce, c'est Alain qui le porte à la victime. Alain, le frère de Paulette. C'était un monstre, c'était quelqu'un d'inhumain, c'était un détraqué, c'est quelqu'un que je souhaite jamais d'avoir dans sa famille. Que le frère, 1m80, qui pleure en tremblant de tout son corps parce qu'il revit les coups qu'il a eus de la part de Daniel, qui le faisait mettre à genoux, et ça ne peut être que crédible, ce que Valérie a vécu et ce que ses enfants ont vécu. C'est ça qui va saisir les jurés. C'est une personnalité qui aurait dû être enfermée depuis très très longtemps. D'une dangerosité extrême. Il a bousillé un nombre de personnes qui est incroyable. C'est le tournant du procès qui est maintenant devenu le procès de Paulette. S'il fallait sauver l'accusé, la psychologue ne ferait pas mieux. Toute petite, hein, elle a déjà subi des viols et pour essayer de supporter ce statut qui va être extrêmement durable, le sujet essaie de faire comme si de rien n'était pour ne pas trop souffrir, pour ne pas perdre la raison ou perdre la vie. C'est ce qu'on appelle la fameuse peur gelée, la frozen flight. Quand on met quelque chose dans un congélateur, plus rien ne se passe, on se fige. Eh bien, c'est exactement ce qui a dû lui arriver. Elle s'est en quelque sorte figée pour tenir debout. La psychologue rappelle aux jurés la raison de l'inéluctable passage à l'acte, les mots « salace » à Carline. Ça génère un choc psychique. Il faut sauver Carline. À l'heure du réquisitoire, toute la salle comprend que la position de l'avocat général a évolué au cours des débats. C'est un dossier de huis clos, c'est un dossier de silence, de secret, d'inceste et d'emprise. On voit tout de même rarement un tel parcours d'une jeune adolescente violée par son beau-père qu'elle va épouser et qu'elle devra tuer pour s'en libérer. C'est tout de même assez rare dans l'horreur. Et donc il faut la déclarer coupable, mais décider d'une peine qui soit plutôt clémente et qui prenne en considération cette personnalité. 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. On comprend que tout bascule, la séance est suspendue et on se jette vers Valérie. On lui dit « Valou, il a dit qu'il ne voulait pas que tu retournes en prison. » Et Valérie fait dans la foulée un malaise, quoi. Sous les yeux des caméras. Une fois l'accusée remise, place à la défense. J'ai eu envie, tout de suite, de mettre en avant la petite fille qu'elle était. Donc je la prends par la main, et je prends par la main les jurés, en leur disant, mais si ça arrive à quelqu'un de votre famille, vous n'en saurez peut-être rien. Donc laissez-lui prendre son envol. Laissez-la tranquille. Donnez-lui la paix, ce qu'elle n'a jamais eu. Le dernier mot revient à l'accusée. Valérie Bacot se lève. Pardon à mes enfants. Ce procès est un grand pas pour moi, pour arriver, peut-être, à tourner une page.
La cour nous appelle. Et là, coup de théâtre tout de même. Parce que le verdict est encore plus clément que les réquisitions. 4 ans avec 3 ans de sursis. Ça voulait dire qu'elle sortait, qu'elle était libre. On lui propose de sortir par l'arrière et elle nous dit, droite sur ses toutes petites jambes fragiles, non, je veux sortir par devant, je veux voir tout le monde et je veux les remercier. Incroyable. Elle commence une nouvelle vie, une autre vie et sa vie en tous les cas. C'est un nouveau combat maintenant pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances. Merci. Vous allez comment, Valérie, si on peut vous demander? Vous êtes soulagée? Elle est très fatiguée. Pas soulagée, mais vidée. Vidée mentalement et physiquement. Vous étiez préparée à partir en prison ce soir? Oui. Vous rentrez chez vous? Oui, et je pourrais être là pour mes enfants et ma petite fille. On sort du tribunal, il y a des centaines de personnes qui applaudissent, des gens aux fenêtres avec des banderoles, Valérie, etc. Il se passe quelque chose d'incroyable. On marche, on fait 500 mètres, on s'arrête, les avocates disent « Valérie, on s'arrête là, on vous laisse ». Et en fait, en quelques secondes, elle est devenue une personne normale. Une personne normale qui, loin des caméras, aide les enseignants, les gendarmes ou les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Ses fils, Dylan et Kevin, le jeune Lucas, ont été jugés par le tribunal pour enfants de Chalon-sur-Saône pour recel de cadavres. Là aussi avec une très grande clémence, 6 mois de prison avec sursis.